Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de rejouer les mêmes scènes encore et encore dans vos relations? Pas exactement les mêmes situations, pas exactement les mêmes personnes, mais la même dynamique. Le même schéma. Le même sentiment, à la fin, d'être épuisé, incompris, ou coupable sans vraiment savoir pourquoi. Vous vous disputez avec quelqu'un, et sans comprendre comment, vous vous retrouvez à vous excuser alors que c'est vous qui aviez soulevé un problème légitime. Ou vous aidez quelqu'un qui finit par vous en vouloir pour cette aide même. Ou vous vous sentez attaqué sans raison apparente par quelqu'un qui, il y a 5 minutes, semblait avoir besoin de vous. Si ces situations vous parlent, c'est possible que vous soyez pris dans ce que le psychiatre Stephen Karpman a décrit en 1968 comme le triangle dramatique, plus connu aujourd'hui sous le nom de triangle de Karpman. C'est l'un des modèles les plus puissants et les plus éclairants de la psychologie des relations humaines. Et dans les prochaines minutes, je vais vous l'expliquer de façon claire et concrète, vous montrer comment il fonctionne dans votre vie quotidienne, et surtout comment en sortir. Stephen Karpman était un psychiatre américain, élève d'Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle. En observant les dynamiques relationnelles de ses patients, il a remarqué quelque chose de frappant: dans la grande majorité des conflits et des relations dysfonctionnelles, les mêmes rôles revenaient, encore et encore. 3 rôles précis, interdépendants, qui se nourrissaient mutuellement et maintenaient les personnes enfermées dans des schémas répétitifs. Il a appelé ça le triangle dramatique, parce que c'est exactement ce que c'est, du drame. Du drame organisé, structuré, avec ses acteurs et ses règles implicites, qui se rejouent inlassablement tant que personne ne décide d'en sortir. Ces 3 rôles, ce sont la victime, le persécuteur et le sauveur. Et avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre: ces rôles ne correspondent pas à des personnes fixes. Ce ne sont pas des identités permanentes. Ce sont des positions que l'on adopte, parfois consciemment, souvent sans s'en rendre compte, dans une interaction donnée. Et ce qui rend ce modèle particulièrement fascinant, c'est qu'on peut changer de rôle en l'espace de quelques minutes, parfois de quelques secondes, au fil de la même conversation. Commençons par le rôle de la victime. La victime, dans le triangle de Karpman, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui subit objectivement une injustice. C'est une position psychologique. La victime se perçoit comme impuissante, dépassée par les événements, incapable de changer sa situation par elle-même. Elle souffre et cette souffrance est réelle, sincère, vécue, mais elle entretient inconsciemment un sentiment d'impuissance qui l'empêche d'agir. Elle a besoin d'être sauvée, reconnue dans sa douleur, validée dans sa vision du monde comme un endroit qui lui est fondamentalement hostile. Le message implicite de la victime, c'est « je ne peux pas. C'est trop dur. Sans toi, je suis perdu ». Et ce message, qu'il soit exprimé ou non, attire 2 types de réponses: soit un sauveur qui accourt pour aider, soit un persécuteur qui, las de cette impuissance, finit par attaquer. Ce que la victime évite dans cette position, c'est la responsabilité. Tant qu'elle est victime, elle n'a pas à agir. Elle n'a pas à changer. Elle n'a pas à prendre de risques. Et cette position, aussi inconfortable qu'elle soit, a une fonction de protection: elle la préserve de l'échec éventuel qui viendrait si elle essayait et ne réussissait pas. Passons maintenant au rôle du persécuteur. Le persécuteur, c'est celui qui critique, qui blâme, qui juge, qui contrôle. Il peut être agressif de façon évidente, hausser la voix, attaquer frontalement, humilier. Mais il peut aussi être plus subtil: des remarques piquantes, des soupirs appuyés, des silences lourds de sens, une façon de toujours pointer ce qui ne va pas chez l'autre. Le persécuteur a souvent l'impression d'avoir raison. Il se voit comme quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, qui ne supporte pas l'incompétence ou la faiblesse, qui maintient des standards élevés. Ce qu'il ne voit pas ou ne veut pas voir, c'est que sa façon d'interagir crée de la honte, de la peur, de la colère chez l'autre. Et que ces émotions ne sont pas propices au changement, elles sont propices à la résistance, à la fermeture, au repli. Le persécuteur pense résoudre des problèmes, mais il en crée de nouveaux à chaque interaction. Ce que le persécuteur évite dans cette position, c'est sa propre vulnérabilité. Derrière la critique et le contrôle, il y a souvent une peur de perdre le contrôle, peur d'être déçu, peur de ne pas être suffisant. L'attaque est une défense. Une façon de ne jamais être en position de faiblesse. Venons maintenant au rôle du sauveur. Et c'est souvent le plus surprenant pour les gens, parce que le sauveur semble être le bon du triangle.
Il aide. Il soutient. Il se sacrifie pour les autres. Comment quelque chose d'aussi positif pourrait-il entretenir une dynamique dysfonctionnelle? La réponse est dans la nature de cette aide. Le sauveur n'aide pas parce que l'autre en a vraiment besoin et lui a demandé de l'aide de façon autonome. Il aide parce qu'il a besoin d'aider, pour se sentir utile, pour se sentir valorisé, pour donner un sens à sa présence dans la relation, parfois pour éviter de s'occuper de ses propres problèmes. Son aide n'est pas désintéressée au sens profond du terme, elle est conditionnée à un retour, même inconscient, de la gratitude, de la dépendance, un sentiment d'être indispensable. Le sauveur entretient l'impuissance de la victime. En faisant les choses à sa place, en anticipant ses besoins, en résolvant ses problèmes avant même qu'elle ait eu la chance de les résoudre elle-même, il lui envoie un message très clair: tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu as besoin de moi. Et ce message, répété dans le temps, renforce la position de victime au lieu de l'en sortir. Ce que le sauveur évite dans cette position, c'est de faire face à ses propres besoins et à sa propre vie. Tant qu'il est occupé à sauver les autres, il n'a pas à regarder ce qui ne va pas chez lui. Aider devient une fuite. Maintenant, ce qui rend le triangle de Karpman particulièrement fascinant et particulièrement piégeant, c'est la rotation des rôles. Personne ne reste figé dans un seul rôle. Les positions changent, souvent très rapidement, et c'est ce qui crée le sentiment de vertige et d'incompréhension qu'on ressent dans ces dynamiques. Voici un exemple concret pour illustrer ça. Imaginez deux amis, appelons-les Sophie et Marc. Sophie est régulièrement en difficulté financière, et Marc l'aide souvent en lui prêtant de l'argent. Dans cette configuration initiale, Sophie est en position de victime, Marc en position de sauveur. Jusqu'ici, la dynamique semble simple. Mais un jour, Marc, fatigué de prêter sans que l'argent soit remboursé, fait une remarque à Sophie sur sa gestion financière. À ce moment-là, Marc glisse de sauveur à persécuteur. Sophie, qui se sent attaquée et incomprise, passe de victime à persécuteur elle aussi, en retournant contre Marc ses propres reproches: tu ne comprends rien à ma situation, tu n'as jamais eu de problème d'argent toi. Marc, blessé et culpabilisé, repasse en victime: j'essaie de t'aider depuis des mois et c'est comme ça que tu me remercies. Et le triangle tourne. Les rôles s'inversent, se mélangent, et la conversation finit dans la confusion la plus totale, sans que personne ne comprenne vraiment comment on en est arrivé là. Vous reconnaissez ce schéma? Parce que ce type de dynamique ne se limite pas aux amis. Il se joue dans les couples, dans les familles, dans les environnements professionnels. Partout où il y a des relations humaines, le triangle de Karpman peut s'installer. Dans le couple, il prend souvent la forme d'un partenaire qui se plaint constamment et d'un autre qui essaie de tout résoudre jusqu'à ce que celui qui résout soit épuisé et devienne critique, ce qui pousse l'autre à se sentir encore plus victime. Dans les familles, il peut se manifester dans la relation parent-enfant, où un parent surprotecteur joue le sauveur d'un enfant qu'il maintient en position de victime, empêchant le développement de son autonomie. Dans le milieu professionnel, il peut prendre la forme d'un manager qui critique constamment son équipe, persécuteur, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe prenne fait et cause pour ses collègues, sauveur, et finisse lui-même dans le viseur du manager. Ce qui maintient les gens dans le triangle, c'est que chaque rôle répond à un besoin psychologique réel. La victime a besoin d'être vue et reconnue dans sa souffrance. Le persécuteur a besoin de contrôle et de certitude. Le sauveur a besoin de se sentir utile et indispensable. Ces besoins sont légitimes, le problème, c'est la façon dont le triangle les satisfait. Il les satisfait de façon dysfonctionnelle, en créant de la dépendance mutuelle et en empêchant chaque personne de répondre à ses propres besoins de façon autonome et saine. Il y a aussi un autre élément qui entretient le triangle, le bénéfice secondaire. Chaque rôle offre quelque chose en échange de l'inconfort qu'il génère. La victime est dispensée de responsabilité. Le persécuteur maintient un sentiment de supériorité et de contrôle. Le sauveur reçoit de la gratitude et un sentiment d'importance. Ces bénéfices sont réels, même s'ils sont inconscients, et ils créent une résistance au changement, parce que sortir du triangle, c'est aussi renoncer à ces bénéfices. Alors comment sortir du triangle de Karpman? C'est la question centrale, et elle mérite une réponse honnête. Ce n'est pas simple. Ça demande de la conscience, de la volonté, et souvent du courage, parce que sortir du triangle déstabilise l'équilibre de la relation,
et pas tout le monde est prêt à accueillir ce déséquilibre. La première étape, c'est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas sortir d'un système que vous ne voyez pas. Commencer par observer vos propres patterns. Dans vos relations, quel est le rôle que vous occupez le plus souvent? Est-ce que vous avez tendance à vous mettre en position de victime, à vous sentir impuissant, à attendre que les autres agissent pour vous? Est-ce que vous avez tendance à jouer le sauveur, à vous précipiter pour aider, à vous sentir responsable du bien-être des autres, à avoir du mal à laisser les gens se débrouiller seuls? Ou est-ce que vous avez tendance à glisser vers le persécuteur, à critiquer, à contrôler, à exprimer votre frustration par l'attaque plutôt que par le dialogue? Cette observation n'est pas un exercice de culpabilisation. C'est un exercice de lucidité. Et la lucidité est le point de départ de tout changement réel. La deuxième étape, c'est de sortir du rôle de victime en reprenant la responsabilité. Pas la culpabilité, la responsabilité. Ce sont deux choses très différentes. La culpabilité dit « c'est ma faute ». La responsabilité dit « c'est dans ma sphère d'action ». Au lieu de « je n'y arrive pas, c'est trop difficile », essayez « qu'est-ce que je peux faire, concrètement, dans cette situation ?» Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne résoudre votre problème, demandez-vous ce dont vous avez vraiment besoin et demandez-le clairement, directement, sans passer par la position d'impuissance. La troisième étape, c'est de sortir du rôle de sauveur en apprenant à aider autrement. La différence entre une aide saine et le sauvetage dysfonctionnel, c'est la question que vous vous posez avant d'intervenir. Au lieu de « comment je peux résoudre ça pour lui », posez-vous « est-ce qu'il m'a demandé de l'aide ? Est-ce qu'il a vraiment besoin que je fasse ça à sa place, ou est-ce qu'il serait capable de le faire lui-même avec un peu de soutien ?» Aider quelqu'un à trouver ses propres solutions, c'est infiniment plus respectueux et infiniment plus efficace que de résoudre ses problèmes à sa place. La quatrième étape, c'est de sortir du rôle de persécuteur en apprenant à exprimer vos besoins sans attaquer. La critique et l'attaque viennent souvent d'un besoin frustré qui ne trouve pas d'autre expression. Au lieu de « tu n'es jamais capable de rien faire correctement », essayez « j'ai besoin que cette chose soit faite de cette façon, parce que c'est important pour moi pour telle raison ». Ce changement de langage, de l'accusation vers l'expression du besoin, transforme radicalement la dynamique d'une conversation. Et la cinquième étape, peut-être la plus importante de toutes, c'est d'accepter que sortir du triangle peut déstabiliser la relation et que c'est normal. Quand vous cessez de jouer votre rôle habituel, l'autre perd ses repères. Il peut chercher à vous y ramener, consciemment ou non. Il peut intensifier sa position pour vous pousser à reprendre la vôtre. Ce moment de déstabilisation n'est pas un signe que vous faites fausse route, c'est souvent un signe que vous faites exactement ce qu'il faut. Le triangle de Karpman est un miroir. Il nous montre les parts de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir, notre tendance à l'impuissance, notre besoin de contrôle, notre incapacité à laisser les autres se débrouiller sans nous. Et regarder dans ce miroir demande du courage. Mais c'est ce courage-là, le courage de voir clairement, qui ouvre la porte à des relations vraiment différentes. Des relations où chacun est responsable de lui-même, où l'aide est donnée librement et non par besoin de se sentir indispensable, où les conflits sont abordés avec honnêteté plutôt que rejoués à l'infini dans les mêmes rôles figés. Vous n'êtes pas condamné à rejouer les mêmes pièces. Vous pouvez choisir de sortir du triangle. Et cette décision commence maintenant, dans la prochaine conversation, avec la prochaine personne qui vous propose inconsciemment d'entrer dans le jeu. Si cette vidéo vous a éclairé sur quelque chose que vous viviez sans pouvoir le nommer, partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Et dites-moi en commentaire, quel est le rôle dans lequel vous vous reconnaissez le plus? Victime, sauveur ou persécuteur? Je lis tous vos commentaires, et vos réponses m'aident vraiment à préparer les prochaines vidéos. À très bientôt.